Le genre sous-entend à la fois la construction des identités de sexe, féminines et masculines, et également un rapport de pouvoir. Le sexe, ce ne sont pas ça serait les sexes, ça serait à la fois notre sexe social et notre sexe biologique. Et le sexe, à mon sens, et les sexes biologiques et sociaux sont aussi déterminés par ces questions de construction culturelle et socioculturelle des identités. Nice, mars 2012. Le musée d'art moderne et d'art contemporain. Quelques personnes entrent dans l'auditorium. Il s'agit d'une projection pour l'ouverture de la Semaine du genre. Organisée par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et par l'association Nous, la Semaine du genre en est à sa seconde édition. 3 jours et demi de conférences et d'ateliers autour d'une question épineuse, le genre. Cela commence par un film, car loin d'être un Rubik's Cube pour universitaires éthérés, la thématique du genre s'inscrit dans une réalité sociale et populaire. C'est pas un collectif de happy few qui se rencontrent autour de petites questions qui les travaillent et qui se gargarisent et qui se valorisent de 3 jours un petit peu entre soi. C'est pas du tout ça. La construction de l'égalité telle qu'on l'a voulu nous sur cette semaine du genre, c'est le plus largement possible pour cibler un ensemble de publics les plus diversifiés possibles. Alors, il y a des tables rondes un petit peu plus pointues et il y a aussi des films très grand public, très faciles d'accès comme Tomboy. Pourquoi Tomboy ? Parce que justement, il parle d'un tomboy, d'un garçon manqué en anglais, donc d'une petite fille qui déménage avec ses parents et qui, du coup, l'espace d'un été, dans le quartier où elle vient d'arriver, va se faire passer pour un petit garçon parce qu'effectivement, je dirais le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes du film, c'est même pas qu'on ne sait pas si on a affaire à une fille ou un garçon, c'est qu'on est sûr d'avoir affaire à un petit garçon. La projection est suivie d'un débat animé par Marie-Joseph Bertini, philosophe et professeure des universités, et Karine Lambert, historienne et maîtresse de conférences. Interroger les identités féminines et masculines, questionner leur histoire afin d'en bousculer les déterminismes qui en découlent, voilà l'objectif des intellectuels invités par Karine Brutel et Anne-Gaëlle Baucher. Dès le cocktail d'ouverture au musée Have, le ton est donné et l'objectif est clair. Lutter contre les conditionnements sociaux, transformer les pratiques et informer les professionnels. La Semaine du genre, c'est aussi l'ébauche d'un projet de société. Une société où la complémentarité homme-femme se substituerait à la domination, où l'arbitraire des destins imposés ferait place à la liberté. Le discours que porte la Semaine du genre, c'est faire prendre conscience aux personnes que c'est pas parce qu'on est de tel sexe qu'on doit être absolument condamné, entre guillemets, à avoir tel comportement. Voilà, donc c'est vraiment prendre en compte la personne dans sa singularité et de permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans cette personnalité et pas parce qu'on est homme ou parce qu'on est femme. Voilà. Et pour nous, ça touche de très près la question des violences conjugales. Je dis ça parce qu'on a souvent, les personnes des fois ont du mal à faire le rapprochement entre les deux, puisque la question des violences conjugales, c'est vraiment celle-là aussi. C'est comme je suis femme, je subis, on en reçoit, hein, donc on sait aussi de quoi on parle, hein, certaines depuis plusieurs années. Et parce qu'on est homme, notre moyen d'expression, ça va être passé à travers de la domination et de la violence. Autant pour l'un que pour l'autre, je pense que c'est très compliqué à vivre. Fruit du mariage entre le tissu associatif et l'université, la Semaine du genre, pour porter son message, s'est associée à des experts et à des expertes. La communication, c'est le nerf de la guerre. Vous avez vu que la Semaine du genre, c'est quelque chose... Enfin, on a souhaité une entrée extrêmement diversifiée sur les supports. Il y a des tables rondes, il y a des films extrêmement grand public, il y a des interludes, il y a du théâtre, il y a du cinéma. On sait très bien que voilà, le nerf de la guerre, c'est ça, et que si on veut arriver à communiquer, à cibler et surtout à atteindre nos cibles le plus largement possible, il faut s'emparer de tous les médias. Et voilà, on y est. Donc c'est vrai qu'on s'est entouré aussi des parcours universitaires qui sont liés à l'Infocom. Nous retrouvons Karine Brutel le lendemain à l'Espace Association où se déroulent les tables rondes de la Semaine du genre. Ce matin, une première conférence sur la fabrique institutionnelle des corps. Le public arrive et dans quelques instants, d'éminentes universitaires vont prendre la parole afin de tenter une déconstruction des différents modes de pouvoir qui, insidieusement, façonnent nos identités. Marie-Joseph Bertini commence par une charge théorique sans concession contre le tout premier de ces pouvoirs, la religion
et ses dogmes. Être humain, nous disent les défenseurs de cet ordre symbolique, c'est se conformer à un ordre intangible sans lequel nous ne serions plus vraiment nous-mêmes. Cet ordre, il est fixé où? Il est fixé dans le texte de la Genèse, c'est-à-dire dans la Bible, qui, je vous le rappelle, a été écrite au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a près de 3000 ans d'ici, et qui définirait donc, malgré la distance qui nous sépare de ce texte, qui définirait donc, une fois pour toutes, l'ordre qui doit régir nos sociétés. Affûté par le progrès, le pouvoir reste impossible car il ne change pas de main, des mains masculines. Après les souverains poncifs de l'Église, c'est l'apostolat médico-psychiatrique qui étend son emprise normative sur les singularités. Et ce lien entre pouvoir médical et pouvoir tout court, il perdure dans cette psychiatrisation de cette demande personnelle vis-à-vis d'un changement éventuel de sexe ou de genre. Et moi, je connais des psychiatres avec lesquels je travaille, qui sont notamment des psychiatres qui travaillent à l'Organisation mondiale de la santé, qui refusent ça, qui disent « je ne vois pas pourquoi moi, en tant que psychiatre, j'aurais le droit de définir qui est quelqu'un, ce qu'il doit être, comment les choses doivent se passer, et ainsi de suite ». Pour la philosophe, les individus sont conditionnés par la convergence entre le pouvoir médical, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Ils ont contribué depuis, on va dire, plusieurs siècles à établir ce que Michel Foucault appelle le biopolitique, c'est-à-dire la manière dont le politique travaille nos vies, la manière dont il décide pour nous de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, et la manière dont en particulier il décide de ce qui relève de la santé du corps, la santé physiologique et la santé mentale. Et la pression de ces trois forces contribue effectivement à inscrire dans nos corps ce qui est la trace de ces trois pouvoirs. D'autres universitaires parleront au cours de la matinée des différentes entraves sociales qui empêchent les individus de s'épanouir. Être un être humain, c'est choisir des objectifs, c'est réfléchir, c'est se déterminer, c'est avoir besoin des autres, c'est s'inscrire dans un groupe. Et ça, on devrait pouvoir le faire sans buter sur une prédétermination parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes n'importe quoi d'autre, mais seulement vous reconnaître pour ce que vous êtes, une personne qui pense, qui ressent, qui aime et à qui on laisse la possibilité de le faire. S'en suivra un débat au cours duquel le public a vivement réagi, certaines étant animées de convictions bien affirmées. La guerre, la violence, la force, c'est du côté des hommes. Il y a une espèce de banalisation du coup qui fait que, effectivement, des femmes ne vont pas porter plainte. La semaine du genre, c'est 2 conférences, un panorama des bonnes pratiques et la restitution d'un rapport sur les discriminations dans l'orientation scolaire. Cependant, cette semaine ne saurait être exclusivement théorique. Pour prononcer, c'est le mot masculin. Donc quand vous avez top, au top, c'est bon pour tout le monde. Donc vous prenez une attitude, essayez de ressentir une émotion aussi particulière. Allez-y. Dans l'atelier théâtre, il y a carrément une implication corporelle. Dans l'atelier d'écriture, il y a une implication individuelle qui passe par d'autres chemins, qui passe par la plume, qui passe par la réflexion, par la pensée. Le théâtre, en plus, c'est une compagnie de théâtre forum donc, qui se sert des démarches du théâtre de l'opprimé. C'est interactif, c'est beaucoup plus spontané. Voilà, il y a toute la gestuelle, le rapport au corps, au sien et au corps de l'autre aussi, parce qu'il y a plein d'exercices qui font appel au toucher. C'est important parce que du coup, c'est une approche qui est celle-là. Je m'implique moi en tant qu'individu, je ne vais pas que écouter et prendre des notes, je ne fais pas que poser 2-3 questions à un débat, je ne fais pas que m'outiller avec cette approche-là, je m'outille aussi moi en m'impliquant dans cette approche du genre, en disant ce que j'en pense, ce qui me passe par la tête, autant dans l'expression théâtrale que dans l'expression écrite. Le stéréotype, cela passe d'abord par de la posture, de la pose. À l'atelier théâtre, on s'amuse avec ce qui est inscrit dans les corps et dans les attitudes afin de fustiger les modèles imposés. Au-delà du travail sur soi, il s'agit de rire ensemble des carcans sociaux. Le principe du théâtre forum, faire face à l'oppression,
la mettre en scène au cours de scénettes de la vie quotidienne. Et l'addition. Mais j'ai la petite complètement. Allez les filles. Non mais tu sais pas, c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Non seulement on est un peu en retard, les places sont dégueulasses, on n'a pas d'eau, vous nous dites que vous êtes démissionné mais vous travaillez, vous vous foutez de notre gueule en fait. Voyons la patronne, c'est le bordel, moi c'est bon, je travaille plus. Le théâtre de l'opprimé vient du Brésil. Il a été développé par Augusto Boal dans les favelas de Sao Paulo dans les années 60. C'est une pratique, une technique, un rempart. On a toute une panoplie, on appelle ça un arsenal au théâtre de l'opprimé avec des jeux et des exercices sur l'expression, l'imagination, la mémoire, la concentration. Et donc le théâtre est mot mais est surtout corps, donc il n'y a pas vraiment d'adaptation par rapport au thème. On travaille sur plein de thèmes différents. Sachez que le français est une des langues qui marque le plus de genre. Et la plupart du temps, ce genre est totalement gratuit. Il est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'est pas fondé. Il n'empêche que, tout de même, ça a une influence sur nous parce que, étant donné que l'on connaît le genre des mots, bien entendu, qu'on va les ressentir au féminin. Je sais pas, je ne suis pas claire. Par exemple, le soleil est au masculin, la lune est au féminin. Il paraît que chez les Esquimaux, c'est le contraire. Les textes ont-ils un sexe? C'est la question que pose l'atelier animé par Françoise Weck. À travers la contrainte ludique, cet agrégé de lettres bouscule les certitudes. Il est des domaines, et en particulier celui de la création, qui devrait échapper justement à cette division genrée, et que les beaux textes de littérature sont écrits par des êtres humains dont le sexe est indifférent, puisqu'ils atteignent et les uns et les autres à une sorte d'universalité qui ne doit rien au sexe de celui qui écrit. Universalité, complémentarité, singularité, on voit poindre derrière ces mots le discours que porte la Semaine du genre. Loin d'un énième chapitre de la guerre homme-femme, c'est plutôt une boîte à outils pour construire une société meilleure. Les participants, eux, ne s'y trompent pas. Travailler avec des enfants et des ados, donc ça me parle vraiment et j'en parle aussi dans le cadre de mon travail. Donc voilà. Donc pour vous, en tant que vous êtes éducateur, c'est ça? Non, je suis animateur pour enfants handicapés et enfants difficiles. C'est une sorte de boîte à outils quand même? Oui, ça peut être une boîte à outils, peut-être pas indispensable, mais ça peut être intéressant de savoir certaines choses pour travailler surtout avec des adolescents difficiles. Ça m'intéresse de voir l'évolution qu'il y a actuellement par rapport aux années 60, 70, 80. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé, mais pas toujours et pas pour tout le monde. Des jeunes gens ou des jeunes filles qui soient hétéros ou gays, qui vivent dans les quartiers, ne peuvent pas vivre librement et il y a une déconstruction complète à mon avis. Et on ne sait pas tellement comment faire pour que, je ne sais pas quels outils il faudrait, pour qu'eux aussi puissent vivre leur liberté sexuelle, leur liberté de femme, totalement. En ce qui me concerne, je fais mon mémoire sur ce thème-là, sur la question du genre, donc c'est assez égoïste de ma part. Après, je sais pas, ça me semble être une question capitale, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la pratique professionnelle, c'est sûr que ça, enfin voilà, c'est intéressant d'avoir ce genre de réflexion et du coup des apports pour alimenter notre réflexion. Ah bah alors ça tombe bien, voilà. On arrive au Muséa, vous allez voir. La semaine du genre, c'est pas simplement un parcours pour les adultes, c'est aussi un dédoublement de nos activités à destination des enfants. Comme ça, le mercredi, la journée typiquement dédiée à la parentalité, on a un parcours adulte et on a aussi la possibilité pour les adultes qui sont des parents de laisser les enfants entre les mains de spécialistes de l'éducation égalitaire pour qu'ils et elles profitent aussi de ce qu'on propose aujourd'hui autour d'activités à la fois pour les filles et les garçons, autour du faire ensemble. On y va. C'est très rigolo parce qu'il y a des enfants là qui sont en train de se cadrer, déguisés. On va peut-être arriver à les voir. On est d'abord ce qu'on imagine qu'on attend de nous. C'est vrai,
pour les adultes, mais avant d'être vrai pour les adultes ne sont que la conséquence de ce qu'on a attendu d'eux quand ils étaient enfants. Donc c'est pour ça que nous, dans la semaine du genre, on s'adresse à tout le monde, à la fois aux enfants, aux éducateurs, aux parents, mais pourquoi pas aux enfants? Pourquoi l'exclusion des enfants a priori? Et après tout, l'éducation à l'égalité et l'éducation au respect de l'autre, elle commence, on n'a pas pu, on ne travaille pas avec les crèches parce que c'est un peu court, mais en tout cas, on travaille avec toutes les personnes et tous les âges. Si nos objectifs sont atteints, on peut imaginer que ces enfants sont ressortis le soir avec un champ des possibles plus largement ouvert que quand ils sont arrivés. Autant l'année dernière, il y avait une trentaine d'enfants, autant là, il y en a eu plus de 60. Il a fallu agrandir les murs et se délocaliser dans d'autres espaces pour pouvoir accueillir les enfants qui étaient présents. Ce qui veut dire que les professionnels qui les ont accompagnés avaient envie de venir. Ça veut dire que eux, depuis l'année où on traite de ces questions-là, sont sensibilisés et ont envie de partager. Pour les Semea PACA et l'association Nous, le but est surtout d'éduquer les éducateurs. On a essayé de beaucoup sensibiliser les animateurs, parce que dans les animateurs, en fait, il y a des animateurs qui sont en formation, donc avec l'organisme avec lequel je travaille, et on a essayé de les sensibiliser à la question de l'égalité homme-femme par les stéréotypes de genre. Et essayer de relier en fait cette question-là à leur métier, qui était d'accueillir, de structurer des temps d'accueil éducatifs pour des enfants. Il nous a semblé intéressant que ces animateurs-là se saisissent de cette question-là pour en faire rejaillir dans leur métier et quelque sorte, au bout du compte, qu'ils fassent, qui renforcent cette question de l'égalité auprès des jeunes auprès desquels ils interviennent. Il y a un atelier où les enfants se déguisent et vont se faire photographier. Le but est de s'amuser avec son image, mais aussi d'être sensibilisé au thème de la mixité. Les bouts de chou ont d'ailleurs déjà leur idée sur la question. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Toutes les activités, elles étaient mixtes. Il n'y avait pas une activité pour les filles, ni une activité pour les garçons en particulier, c'était tout mixte. C'est ça que ça veut dire, mixte? Mixte, c'est pour les deux et qu'il n'y a pas de différence. Tu préfères quand c'est mixte, toi, ou pas? Des fois oui, des fois non. Pourquoi? Parce que des fois c'est bien d'être avec des garçons, des fois c'est pas bien. Quand est-ce que c'est bien d'être avec des garçons et quand est-ce que c'est pas bien, par exemple? Je sais pas. Il y a également un atelier artistique égalitaire où l'on apprend à laisser libre cours à son imagination. Les enfants découpent des images dans des magazines et les collent sur des silhouettes de papier. C'est souvent par la création qu'on apprend et qu'on découvre le monde. En plus des ateliers, les enfants ont eu droit à des lectures et des projections qui sortent du cadre traditionnel de l'imaginaire qu'on leur impose habituellement. On a regardé des livres et on a été voir un film qui s'appelle Le baiser de la lune au cinéma d'en bas. Ça t'a plu, c'était bien? Bah ouais. Bon, ça t'a raconté quoi? Qu'est-ce que tu en as retiré? Que c'était un poisson, une chatte qui s'appelait Agathe, que ses parents y partaient et qu'elle vivait dans un château sous l'eau. Et elle ne pouvait jamais rencontrer un chat pour faire un mariage. Et elle avait un poisson qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment, Félix. Et qui tombe amoureux d'un autre garçon. Et après, voilà. T'as appris quoi sur les filles et les garçons? Que ça pouvait être pareil, qu'on n'est pas différents, on n'est pas si différents que ça. La semaine du genre suit son cours, on débat, on travaille, on avance. Mais de temps à autre, au milieu de cette atmosphère studieuse, on assiste à de cocasses manifestations. Nous accueillons ce soir pour une édition spéciale Semaine du genre, Sylvain, venu des Vosges. Applaudissez-le. Rosalie, venue des Yvelines. Vous êtes là. Jean, qui vient d'Ille-et-Vilaine. Fabienne, des Alpes-Maritimes. Et Camille de Guyane. Nous arrivons à nous emparer de tous les moyens de communication possibles. Les interludes en font partie. C'est une autre façon de dire les choses. Ce sont des façons avec lesquelles on joue avec le genre. Alors est-ce que c'est plus léger ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas l'idée c'était celle-là. C'était des films, du théâtre, des interludes, des tables rondes. Voilà. On diversifie les supports, on diversifie les médias et ça nous permet aussi de diversifier les messages et les modes de communication. Question Sylvain. Le bruit entendu provient-il A. d'un homme, B. d'une femme, C. d'un chat, D. d'un objet grinçant? Eh bien, sans hésiter, Jean-Pierre Michel, je vous répondrai la réponse B, une femme.
Vous êtes sûr? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre Michel. Vous pouvez utiliser un joker. Non, les jokers, il faut les garder, parce que d'ici les millions, j'en aurai besoin. Très bien. Alors, nous allons vérifier cela tout de suite. Vous dites une femme, réponse B, et c'est effectivement une femme. Félicitations Sylvain, vous venez d'atteindre le stade de 5 €. Et c'est assez plaisant et puis ça reste dans le cadre. Voilà, en tout cas, nous, ça nous intéresse aussi de pouvoir traiter ces questions de manière légère ou de manière concrète. Mais sur la question de l'orientation professionnelle, il y a un travail à faire qui est colossal. Puisque de toute façon, c'est les personnes qui sont en situation d'orienter les jeunes qui eux-mêmes n'ont pas du tout fait le lien. Donc les jeunes filles, elles vont aller, si elles sont en général, plutôt vers des filières littéraires, les garçons plutôt vers des filières scientifiques. Et si les jeunes quittent le cursus scolaire assez tôt, les filles, ça va être coiffure esthétique et les garçons, je sais pas moi, mécanique, boulangerie, je sais pas. Ça paraît très stéréotypé ce que je dis, mais en même temps, c'est la réalité. Réalisé pour le compte de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, le rapport sur les discriminations de genre dans l'orientation scolaire est édifiant. On parle souvent de discrimination liée au sexe, discrimination liée à l'origine, mais les deux se cumulent la plupart du temps. Que ce soit dans l'orientation scolaire et malheureusement aussi dans l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs, l'accès au logement, et cumulé également avec ce que certains sociologues ont appelé le groupe classe, genre, race. C'est un groupe particulièrement discriminé et sur lequel nous avons beaucoup à travailler. Malgré les avancées sociétales et au-delà des gesticulations médiatiques qui peuvent faire croire à un réel progrès, les institutions semblent rester structurellement phallocrates. On sait, oui, les filles ont des parcours scolaires en moyenne plus longs et plus rapides que les garçons. Il y a une meilleure scolarité et en général une meilleure réussite scolaire pour les filles, mais des orientations toujours nettement différenciées. Et ça, à chaque fin de palier d'orientation, c'est-à-dire fin de troisième, de seconde et de terminale. Finalement, dès que l'offre de formation va se diversifier, va être présente, les filles et les garçons se séparent. Ces inégalités à l'orientation paraissent avoir une réelle et concrète incidence sur la vie des jeunes filles et en tout cas pèsent sur leur avenir professionnel. L'orientation des filles et des garçons a un rôle énorme parce qu'au bout du compte, quand les filles arrivent sur le marché du travail, elles sont beaucoup plus au chômage que les garçons, elles ont des salaires inférieurs et les filles sont sur 6 secteurs d'activité alors qu'il y en a 32. Et en général, elles sont sur les secteurs d'activité les moins bien payés. J'ai pas ma place comme père. À l'époque, Les débats, parfois houleux, ont continué toute la matinée et chacun, hommes et femmes, a pu donner son avis et ajouter sa pierre à l'édifice. Nous avons quant à nous demandé leur opinion aux principales intéressées, les lycéennes. Leur point de vue est surprenant. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'est des problématiques qui vous ont touché, vous, en tant que lycéenne? Non, parce que je pense qu'on choisit selon ce qu'on ressent, selon nos envies et nos capacités, pas selon les codes, pas selon si on est une fille ou un garçon. Enfin, je pense que ça n'a rien à voir en fait. Vous n'êtes pas senti imposer quoi que ce soit? Ah non, pas du tout. Est-ce que je peux vous demander ce vers quoi vous tendez professionnellement? J'aimerais bien faire de l'événementiel. Organiser des fêtes et tout et tout. Et selon vous, l'événementiel, c'est plutôt un métier masculin ou un métier féminin? Je dirais des deux parce qu'il y a beaucoup... Ça dépend complètement de la personnalité en fait. Justement, c'est ça, c'est la personnalité. C'est pas le sexe. Est-ce que vous êtes senti concerné par ce qui s'est dit, vous, dans votre parcours, au niveau des discriminations, au niveau de l'orientation? Pour l'instant, à notre âge, pas trop. Pas trop au niveau juste du sexe, il n'y a pas trop de discrimination à notre âge. Active, on n'a pas eu besoin encore de discrimination comme ça. Enfin, l'école, non, pas plus que ça. Non, pour l'instant, pas trop. Donc vous n'êtes pas vraiment tombé d'accord, vous n'avez pas ressenti particulièrement discriminé? Pas nous particulièrement. Après, on peut comprendre leur avis et leur point de vue, mais nous, particulièrement, je ne pense pas qu'on ait été atteints par ça. Tout ça est très intériorisé.
C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va y avoir de jeunes filles ou de jeunes garçons, ou très peu, qui vont vous dire oui, on m'a dirigée vers telle filière parce que je suis une fille ou parce que je suis un garçon et j'aurais quand même aimé faire autre chose. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se décanter peut-être plus tard à l'âge adulte, mais c'est complètement intériorisé pour elles d'aller dans telle filière parce qu'elles sont filles. Elles ne vont même pas demander autre chose, puisque de toute façon, depuis qu'elles sont petites, elles savent que c'est plutôt ces choix-là qui s'ouvrent à elles, que les autres vont être moins conventionnels, donc que ça va être plus compliqué. Je pense que par ailleurs, il y a plein de jeunes filles et garçons qui s'interdisent de faire des métiers auxquels ils pourraient à un moment avoir envie parce qu'ils savent bien que ce n'est pas ceux-là qui sont dédiés à leur sexe. La dernière après-midi de cette semaine du genre verra se dérouler de multiples ateliers. Théâtre, éducation égalitaire de la petite enfance ou encore cinéma. Pour Karine Brutel et Anne-Gaëlle Baucher, le pari est réussi. Le discours clair et sans concession de la semaine du genre s'est dispensé à travers de multiples canaux de communication, du plus protocolaire au plus léger. C'est un discours à la fois subversif et apaisant qui tend au changement et à l'harmonie sociale. Nous l'avons dit, un projet de société, une société où les individus ne se laisseront plus costumer d'un destin qui ne leur appartient pas. On essaye de faire du bien aux gens à travers cette possibilité d'être qui on a envie d'être. Pas forcément ce qu'on attend de nous, mais qui on a envie d'être, vers quoi on a envie d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on ouvre la possibilité que ce soit audible. Voilà. Qui as-tu envie d'être? Qui avez-vous envie d'être? Vers quoi vous avez envie de tendre? En tout cas, on en parle. C'est pas forcément impossible. Le message qu'on peut faire passer, c'est comment mieux vivre ensemble. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit du coup noir, arabe, blanc, jaune, tout ce qu'on veut. Voilà, ça fait partie du même processus de comment on accepte l'autre, comment on prend en compte sa différence, comment on sait qu'elle nous enrichit. Quels sont les enjeux entre les gens, entre les hommes et les femmes aujourd'hui selon vous? La question qui tue. Les enjeux entre les hommes et les femmes, je ne suis même pas sûre que je puisse répondre à cette question, moi qui travaille sur la question du genre depuis maintenant quelques années. Je dirais que ce sont les mêmes enjeux que les questions qui traversent les blancs, les noirs, les jaunes, que les questions voilà, de la couleur de la peau, de la forme du sexe, de la couleur des yeux, parce qu'on peut aller ici jusque-là. Mais c'est aussi les mêmes questions que, voilà, est-ce qu'il vaut mieux être grand, petit, gros, maigre? Moi je dirais surtout comment est-ce qu'on travaille à vivre ensemble mieux et surtout dans le respect de la différence et dans le respect de la diversité.